Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Raspoutine. Alors, je vous en parle notamment parce qu'il y a eu le film avec Gérard Depardieu qui a été diffusé il y a quelques jours, mais je n'ai pas pu regarder parce que j'étais vraiment beaucoup trop fatiguée, donc j'étais obligée d'aller me coucher. Et quand j'ai voulu le rechercher sur le portail, je ne l'ai pas trouvé. Je suis tombée sur une émission de France 3. Alors, je rappelle que je suis conseillère au sein de France Télévisions. Et donc une émission qui s'appelle L'ombre d'un doute. J'ai trouvé l'émission vachement bien faite, quoi. Voilà, je tiens à le dire. Alors, sur Raspoutine, l'émission est faite de telle sorte que elle propose une synthèse de toutes les personnes qui ont commenté son rôle, sa vie, etc. Et donc j'ai trouvé ça vraiment extrêmement bien foutu et très éclairant en fait. Parce qu'il y a plusieurs points de vue justement. Alors on explique quel a été son parcours, on explique comment son parcours et sa mort ont été déformés sur le moment, ont été déformés et exploités sous le bolchevisme par les communistes. Et puis ensuite, comment est-ce que ça a été de nouveau perçu par les historiens, etc. etc. Et là, je dois avouer que je suis assez surprise d'avoir appris qu'il y avait un ami de Rostropovitch qui était intervenu pour mettre à disposition d'un certain écrivain, de Radinsky, pour faire un travail de recherche important. Enfin, allez voir l'émission, vous allez comprendre mieux. Parce que je suis pas très claire dans ce que je raconte. Mais moi, j'essaie de faire une synthèse de l'émission pour en tirer ce que je peux pour essayer d'éclairer la situation de la Russie aujourd'hui, là, en 2014. Ce qui est quand même... y a que moi qui peux m'atteler à un truc pareil. Alors, comment vous dire ? Je vais commencer par parler de Raspoutine par ses côtés positifs. Alors, ses côtés positifs, c'est que c'était quelqu'un... Alors, je parle là sur le plan politique. C'était quelqu'un, de toute évidence, clairvoyant. C'est-à-dire qu'il voyait les choses avant qu'elles se produisent. En ce sens, alors qu'il n'était pas artiste, il avait effectivement, comme certains artistes, dont moi, par exemple, comment dire, le don de percevoir certaines choses que les politiques, eux, ne perçoivent pas. Alors, si les politiques ne les perçoivent pas, c'est pas nécessairement parce qu'ils ne veulent pas les voir, mais c'est parce que leur statut social les en empêche quelquefois, tout simplement. On peut pas reprocher à quelqu'un de politique d'être issu de la noblesse, par exemple, c'est pas de sa faute, mais effectivement, parce qu'il est noble, il va pas nécessairement être à l'affût de ce qui se passe dans le milieu ouvrier. Mais ça, on en est tous là. Moi, c'est pareil, je viens du milieu agricole, je connais très mal le milieu de la bourgeoisie, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, bref. Alors, bon, ça c'est une chose. Bon, ensuite, il était quand même, quoi qu'on en dise, il était chaman. Bon, alors qu'est-ce que c'est que le chamanisme ? Le chamanisme, ça concerne le pouvoir qu'ont certaines personnes à venir en aide aux autres humains en ayant recours, en se nourrissant, on va dire, en se nourrissant d'une relation privilégiée qu'ils ont avec la nature. C'est la définition du chamanisme, pour moi, c'est ça. Voilà. Vous remarquerez que j'ai bien pris soin de ne mettre aucune connotation religieuse. Parce que je pense précisément qu'il y existe des chamans qui n'ont aucune... Je pense que tous les chamans doivent croire en Dieu. Par contre, il doit y en avoir beaucoup qui sont agnostiques. Ce qui est mon cas. Alors, à la question savoir est-ce que je suis moi chaman, la réponse est oui. Bon, je ferai le sujet d'une autre vidéo un jour sur le sujet. Je vous expliquerai pourquoi. Mais c'est pas si extraordinaire que ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont chamans et qui ne le savent pas. Bon. Alors moi, il y a des choses quand même dans l'émission qui m'ont interpellée.
qui m'ont interpellé. Notamment la relation que lui avait précisément avec la religion. Alors dans un premier temps, donc il a été reconnu par l'Église orthodoxe et quasiment intronisé par la religion hein, à l'époque. Et c'est donc avec l'auréole, justement, avec l'auréole de la religion orthodoxe, qui s'est permis, justement, de rentrer à la cour de Russie et qu'il a été recommandé à la cour de Russie, hein, quand même. Hein. Ça, c'est une chose. Alors ensuite, il a été... alors le problème, c'est qu'il faisait partie d'une secte, qui était les Corsi, non, les Clisti. Les Clisti ou les Corsi, enfin je ne sais plus lequel des deux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a expliqué là, à la fin du reportage que ces deux sectes-là sévissent toujours en Russie. Alors, vous allez aller voir l'émission, hein, parce que c'est très intéressant. Ces gens-là, alors il y a une des deux sectes qui préconise l'orgie, voilà, l'orgie collective, hein, totale et tout. Alors, on fait le mal, tout ce qui nous passe par la tête, on fait n'importe quoi. Et on fait n'importe quoi, pourquoi ? Parce que après, ça permet d'entrer en relation avec Dieu pour qu'il expie nos péchés. Alors évidemment, leur théorie, c'est qu'il faut pécher pour ensuite travailler sur le péché. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais attends, faut arrêter hein, quand même. Hein. Et alors, vous avez l'autre sexe, alors je sais pas si c'est les... je rigole parce que c'est pitoyable. Hein. Alors, tout ça, c'est des sectes qui sévissent encore... Là, en 2014, il y en a encore en Russie. Hein. Et alors l'autre, tenez-vous bien, alors eux, ils sont complètement à l'opposé, c'est-à-dire que, comment dire, alors eux, ils préconisent la castration, carrément. Voilà. Il paraît que ça sévit toujours en Russie aujourd'hui. Et je pense pas que si on ait dit ça dans l'émission, ce soit uniquement pour que moi, j'en parle. Visiblement, la religion orthodoxe n'est pas la seule à poser des problèmes en Russie aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors je tiens à préciser que je suis très très attendue aussi au niveau de la lutte contre les mouvements sectaires, d'accord? Et que donc si jamais Vladimir Poutine a besoin d'un coup de main, eh bien on va en discuter. On va en rediscuter, hein, parce que ça va pas se faire comme ça. Hein. Alors, moi il y a d'autres aspects du personnage qui m'ont quand même un petit peu interpellée. La relation qu'il avait avec, j'ai oublié son nom, je suis désolée, l'épouse de Nicolas II. Alors déjà, ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, de toute évidence, effectivement, il avait une emprise sur elle très importante, mais il n'a jamais, alors que lui, ne serait-ce que par son nom, parce qu'en fait, son nom, le nom Raspoutine, étymologiquement, veut dire débauche, ce qui est quand même assez hallucinant. Et c'est un nom, paraît-il, très courant, enfin assez courant en Russie. Et la relation qu'il avait avec la tsarine n'avait rien à voir avec le sexe, justement. Et ça, c'est très interpellant pour moi, parce que justement, c'est une démonstration. Je me souviens, il y a quelqu'un qui avait dit les relations entre un homme et une femme, ça se termine toujours à l'horizontale ou alors ça casse. Et c'est bien la preuve justement que le sexe peut très bien se trouver parfaitement à l'écart d'une relation entre un homme et une femme. Et une relation peut être extrêmement forte entre un homme et une femme, et voire fusionnelle, je sais de quoi je parle, et que ça n'ait rien à voir avec le sexe. Hein. Moi, la relation que j'ai avec Thomas Fersen depuis 11 ans, on s'est croisés du regard, oui, effectivement, quelquefois, et bon, enfin, ça regarde personne, mais toujours est-il qu'il n'y a jamais eu de sexe entre nous, jamais. Hein. Et voilà, et pourtant, c'est quelque chose de très fort. Donc ça, je trouve qu'au niveau de l'exemple, c'est intéressant déjà, c'est interpellant. Bon, alors, ce qui est étrange, c'est qu'aujourd'hui, donc, il y a beaucoup de gens en Russie qui, qui revendiquent Raspoutine comme étant un personnage incontournable et qui doit être remis à l'honneur, etc. en Russie, au point que il y a un mouvement en Russie qui demande à ce qu'il soit canonisé. Alors, je veux bien que la Russie soit une culture pleine de paradoxes, où paraît-il la démocratie, bah non, ça n'a pas lieu d'être, parce que c'est des conneries qu'on est venu me sortir sur mes vidéos, quand même, je vous raconte. Hein. Alors que la civilisation russe soit étrange au point
de prêcher la vertu par le biais de la religion orthodoxe, mais que parallèlement on veuille canoniser Raspoutine alors que lui, c'était des orgies à n'en plus finir, je voudrais bien qu'on m'explique, quoi. Je veux dire, il y a un paradoxe absolument énorme. Je ne sais pas si vous réalisez vraiment, quoi. Parce que c'était quand même ça, Raspoutine, hein. Faut ouvrir les yeux un peu. Moi, j'aimerais bien qu'on se penche un petit peu parce que ce mec-là, alors tout prêtre, enfin, il n'était pas prêtre, je sais pas trop ce qu'il était, quel statut il avait par rapport à la religion, en fait. Il avait la bénédiction de la religion, mais quel statut avait-il particulièrement, je sais pas. Mais j'aimerais bien qu'on se penche sur sa famille, moi, Raspoutine, parce qu'il avait des femmes, il avait une femme, il était marié, il avait une femme, il avait des enfants. À personne jamais s'est penché sur les états d'âme de Madame Raspoutine, par exemple. Hein, ou les états d'âme de ses enfants, les répercussions psychologiques sur ses enfants, par exemple. Je trouve ça assez étrange. Et, enfin bon, c'est un personnage absolument troublant, ça fait absolument évident. Moi, quand je vois ces photos, là, au niveau du regard, il me fascine pas, pour être tout à fait franche, il me terrorise, hein, je vous le dis franchement. Voilà. Alors, ce qui était en fait intéressant, c'est que il était fasciné visiblement beaucoup plus par le pouvoir que par l'argent. En ce sens, c'est quelque chose d'interpellant positivement. Je trouve. Hein. Comme quoi on peut avoir du pouvoir sans avoir l'argent. Oui, ça c'est un point sur lequel... Alors, on va en parler là tout de suite. Hein. Alors, le parallèle entre moi et Raspoutine. On va mettre de côté l'aspect sexuel, hein, parce que franchement, là, franchement, mais en ce qui concerne ma relation, moi, et le pouvoir, je tiens à préciser simplement que moi, je défends certaines causes. Et le problème, c'est que pour défendre certaines causes, eh bien, il est nécessaire d'arriver à une certaine forme de pouvoir, effectivement. Et donc, si effectivement je dois en passer par là pour défendre certaines causes, eh bien, j'assume. Voilà. Si quelqu'un se pose la question, moi la question m'a été posée, franchement, par Thomas Fersen, il y a des années de cela, et encore récemment, et encore il n'y a pas longtemps. Donc les choses sont claires. J'assumerai si c'est nécessaire. Voilà. Sinon, moi, à la base, ce que je veux faire de ma vie, à la base, hein, ce que je voulais, et que j'estime être en droit d'exiger, c'est de vivre à côté de mon mec, de lui laver ses chaussettes sales et de torcher le cul de ses deux petits garçons. Voilà. Et d'être heureuse de me lever chaque matin. Pour moi, c'est ça. La véritable définition du bonheur, en fait, c'est ça. C'est quand vous vous réveillez le matin, de dire, chouette, une belle journée qui commence. Voilà la clé du bonheur. Elle est là, la clé du bonheur, elle n'est pas ailleurs. Ensuite, évidemment, pour être heureuse de se lever le matin, il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient remplies, on est bien d'accord. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui recherche le pouvoir pour le pouvoir. La seule raison pour laquelle je suis intéressée par le pouvoir, c'est le fait de pouvoir prendre la parole pour défendre certaines causes. Voilà. Donc, au moins, les choses sont claires, sont établies. Enfin voilà, moi je vous recommande d'aller voir cette émission. Je vais poser le lien en dessous de la vidéo. Et je vais revenir dessus, je pense. Alors, ce qui était intéressant, notamment, c'est le rôle. C'était quelqu'un quand même d'extrêmement courageux, quand même. Hein. Ça, je voudrais bien qu'on n'oublie pas ça, parce que notamment la relation qu'il avait avec Nicolas II, c'était bon, il y avait une relation triangulaire entre la femme, entre l'épouse de Nicolas II et lui, qui était quand même assez particulière. Bon, je vais pas développer parce que c'est pas, j'ai pas à le faire là, mais d'autant plus que c'est très très bien fait dans l'émission. Mais je voudrais simplement mettre l'accent sur un truc extrêmement important, et là, pour le coup, là, il y a vraiment des recoupements à faire avec la situation d'aujourd'hui, parce qu'en fait,
actuellement, Vladimir Poutine aimerait bien recréer son hégémonie sur l'ancien territoire de la Russie à l'époque où elle était soviétique. C'est ça qu'il a derrière la tête, d'accord? Avec tout ce que ça implique. Et là, justement, ce qui est très intéressant, c'est que Raspoutine, à l'époque, au moment de la Première Guerre mondiale, il a dit à Nicolas II, « Cette guerre sera le gouffre de la monarchie. » D'accord? Voilà ce qu'il avait dit à Nicolas II. Et là, à cette époque-là, il y a tout le pouvoir en place tout autour de la monarchie, autour de Nicolas II. Absolument tout le monde veut que Nicolas II entre en guerre contre l'Allemagne pour la Seconde Guerre mondiale. Il se trouve qu'il y a une femme, une folle, paraît-il, qui a voulu assassiner Raspoutine, et ce qui fait qu'il est immobilisé au fin fond de la Russie, en Sibérie, dans un hôpital, et donc il n'a pas pu intervenir, et ce qui fait que Nicolas II a fini par suivre ses conseillers, et a fini par déclarer la guerre, et Raspoutine disait qu'il ne fallait pas faire cette guerre, et Nicolas II a écouté ses conseillers au lieu d'écouter Raspoutine, il est donc entré en guerre, et ce fut une catastrophe, et quand Raspoutine disait « cette guerre sera le gouffre de la monarchie », eh bien ce fut bien le cas. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, en ce qui concerne les pouvoirs de guérison de Raspoutine, c'était quelqu'un d'extrêmement charismatique, c'était un chaman, c'est vrai, et c'était quelqu'un qui avait de toute évidence le pouvoir surtout de rassurer. Et quand je dis de rassurer, c'est vraiment, comment dire, l'esprit est lié au corps, d'accord? Alors on peut critiquer tous les pouvoirs qu'il avait, il n'empêche que cet enfant, le fils de Nicolas II qui était hémophile, moi c'est une maladie que je connais très peu, que je connais pas en fait. Et visiblement quand même, à chaque fois qu'il avait une crise, il arrivait à les calmer, quoi. Alors il arrivait à les calmer, notamment parce qu'il virait tous les médicaments. Bon, là, il y a du vrai, c'est évident. Madame Carin-Dancos le dit, et elle a parfaitement raison, c'est une évidence. N'empêche que quand il se trouve à plusieurs centaines de kilomètres et qu'il arrive à calmer la crise et à sauver le gamin, il y a quand même quelque chose là. Bon, alors ce quelque chose, c'est quoi? Ce quelque chose relève de la télépathie, tout simplement, je pense. À mon avis. Moi, je pratique la télépathie de façon involontaire, avec Thomas Fersen, mais avec bien d'autres personnes, au sein de la famille artistique aussi. C'est-à-dire que quand on fait partie d'une espèce de famille, au sens large, hein, de famille de pensée, il existe des choses qui se passent d'inconscient à inconscient, que l'on ne maîtrise pas. Justement, je faisais une vidéo il y a quelques jours au sujet du neurodon. Eh bien, ça fait partie des pistes qui font probablement l'objet de beaucoup d'attention sur le sujet. Moi, il arrive... Par exemple, ce phénomène est particulièrement bien connu au niveau des jumeaux. Quand vous avez des jumeaux qui habitent à plusieurs centaines de kilomètres l'un de l'autre, il y en a un qui tombe malade et l'autre tombe malade en même temps, ou bien alors il a mal à l'endroit où l'autre est tombé. Bon, je veux dire, c'est quelque chose qui est parfaitement connu et qu'on ne contrôle pas et qu'on ne connaît pas. Et ce sont des relations qui existent entre les humains qui existent bel et bien. Moi, je sais très bien que j'ai ce pouvoir-là vis-à-vis de Thomas ou d'autres personnes, ça ne fait absolument aucun doute. Et ça existe. Et donc, à cette époque-là, quand il a envoyé un message express à la maman du gamin pour dire « votre fils ne va pas mourir » alors qu'il était au seuil de la mort, bon, de toute évidence, il y avait très probablement quelque chose de cet ordre. De toute façon, quand on voit le personnage, rien que son regard, de toute évidence, c'était quelqu'un qui maîtrisait un certain nombre de choses au niveau télépathie que d'autres ne maîtrisent pas, ça c'est absolument certain. Et c'est bien ce qui fascinait d'ailleurs à l'époque. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'illuminés, d'après ce qui est expliqué, et lui en était un parmi d'autres, voilà, c'est tout. Voilà, le tout, je pense que l'énorme erreur de Raspoutine, en fait, ça n'a pas été tout ce qu'il a fait par rapport à la monarchie, c'était quelqu'un de bien intentionné, mais je pense que tout ce qui a concerné sa débauche sexuelle et tout, je pense que c'est là qu'il a creusé sa tombe, en fait. Enfin, moi, je pense.
Personnellement, je pense qu'il aurait été beaucoup plus respectueux de sa femme, véritable, d'ailleurs, qui a su lui faire confiance et fonder un foyer avec lui. S'il avait fait confiance à sa femme, s'il avait été plus fidèle et moins porté sur l'orgie, il ne serait très probablement jamais mort. Et jamais il n'aurait été assassiné. Moi, c'est ce que je pense. Mais bon, ça n'engage que moi. Oui, pour le coup, je suis très moraliste, là, je reconnais, mais j'assume. Hein, je fonctionne avec une certaine éthique. Ça ne fait aucun doute.